Citoyennes, citoyens, bonjour et bienvenue dans ce nouveau dossier de l'espace. Au début de l'été 1944, une V2 allemande devenait le premier objet humain à franchir la frontière de l'espace. La fusée de Wernher von Braun démontrait ainsi le principe de base qu'on retrouve encore dans nos lanceurs modernes. Une explosion chimique contrôlée peut envoyer des objets et des hommes en orbite. La propulsion chimique comme vecteur de voyage spatial est pourtant très inefficace. On pourrait même dire que dès le premier vol d'une V2, la technologie avait déjà atteint tout son potentiel. Les développements ultérieurs ne permettant d'améliorer les performances des fusées chimiques que très marginalement. Un an après le premier vol spatial d'une V2, le premier essai d'une bombe atomique était mené dans un désert du Nouveau-Mexique. Une démonstration irréfutable de l'incroyable puissance de l'atome. Très vite, la fièvre de l'énergie nucléaire s'empare de tous les ingénieurs de la planète. On imagine des centrales, des bateaux ou des avions à propulsion nucléaire. Les bureaux d'études de chez Ford vont même pousser le bouchon jusqu'à imaginer une voiture nucléaire. Et forcément, les quelques ingénieurs qui rêvent déjà d'espace, voilà le remède idéal aux limites de la propulsion chimique. Fusées chimiques et bombes nucléaires vont très vite former un couple terrifiant, celui des missiles intercontinentaux et des têtes anti-cités. Alors que le monde entier travaille à développer des fusées capables d'emporter des bombes, Stanisław Ulam, un des pères de la bombe H, inverse le raisonnement. Et si c'était les bombes qui propulsaient les fusées? C'est ce concept, en apparence un peu fou, qui est derrière Orion. Le projet Orion naît en 1957, alors que l'URSS vient de faire la démonstration de sa supériorité en mettant Sputnik en orbite. Un véritable électrochoc pour l'Amérique qui décide immédiatement de créer la NASA. L'armée charge General Atomics de plancher sur l'idée d'Ulam dans le plus grand secret. En parallèle, d'autres méthodes de propulsion spatiale nucléaire sont étudiées, comme Nerva dont on avait déjà discuté dans un précédent dossier de l'espace. Le projet Orion est confié au physicien Ted Taylor. Ce dernier s'entoure d'une équipe d'une 50aine de personnes, dont de nombreux scientifiques issus du projet Manhattan. Le célèbre Freeman Dyson prend même congé de son poste à Princeton pour se joindre au projet. Durant les premières années, l'équipe essaie de résoudre mathématiquement l'équation délirante d'un vaisseau spatial conçu pour surfer sur les ondes de choc d'explosion nucléaire. Le principe de base est assez simple. Le vaisseau doit larguer derrière lui des bombes A de manière périodique. Ces dernières explosent une fois arrivées à une certaine distance. L'onde de choc qui en résulte accélère le vaisseau. En accumulant plusieurs centaines ou milliers de détonations, il est possible d'atteindre des vitesses prodigieuses. Cette solution est maligne à plus d'un titre. Elle fait intervenir la force nucléaire en dehors du vaisseau. Pas besoin d'inventer des tuyères ou des chambres de combustion capables de résister à des températures extrêmes. Les premiers calculs de Dyson montrent aussi qu'il devrait être possible d'atteindre des impulsions spécifiques de plusieurs milliers de secondes avec un design bien optimisé. Il y a cependant de nombreux problèmes à résoudre. Les explosions nucléaires fournissent typiquement des accélérations de l'ordre de 10 000 G, de quoi réduire en confiture de groseille n'importe quel passager. Le vaisseau en lui-même doit être très robuste pour encaisser des milliers d'explosions atomiques. Ted Taylor et son équipe vont pourtant réussir à résoudre, au moins sur le papier, tous les problèmes inhérents à une telle architecture. Le premier constat que fait l'équipe est qu'un tel vaisseau doit être très massif. Il faut complètement laisser tomber la logique qui accompagne les lanceurs chimiques. Dans ces derniers, on fait la chasse aux moindres grammes superflus, ce qui amène à des matériaux ultra spécialisés et à des designs relativement fins, des vaisseaux bien trop frêles pour survivre à des explosions nucléaires. Au contraire, dans le cas d'Orion, plus le vaisseau est massif et meilleures sont les performances. L'équipe commence donc à travailler sur un concept de 4000 tonnes. Pour la construction, Dyson préconise d'ailleurs de s'adresser à un chantier naval plutôt qu'à un acteur classique de l'astronautique. Il faudra en effet de l'acier épais pour obtenir la résistance structurelle voulue et fournir une protection à l'équipage contre les radiations.
Ce premier concept doit mesurer 73 mètres de haut pour 20 mètres de large. Il doit pouvoir emmener 20 hommes et quelques centaines de tonnes de charges utiles vers une autre planète en détonant plusieurs milliers de mini-bombes A. Si le vaisseau doit être aussi massif, c'est surtout car il est difficile de concevoir une bombe atomique de très faible puissance. En imaginant de petites bombes de 0,03 kilotonnes, un vaisseau de seulement quelques centaines de tonnes est possible. Mais l'équipe planche plutôt sur des bombes propulsives de 0,15 kilotonnes, bien plus faciles à concevoir. Ces bombes n'ont au final pas grand-chose à voir avec des bombes nucléaires militaires. Elles sont plutôt conçues comme des charges creuses, de manière à orienter l'essentiel de leur énergie vers le vaisseau. Il s'agit de petits tonneaux d'une centaine de kilogrammes chacun. À l'intérieur, la charge d'uranium ou de plutonium est contenue dans une enveloppe métallique. C'est elle qui va influencer la forme de l'explosion, en présentant une résistance pendant quelques millisecondes après la mise à feu. Entre le cœur de la bombe et le vaisseau se trouve une petite masse de glace ou de polystyrène. Elle doit être ionisée par l'explosion et va servir à transporter plus efficacement l'énergie de celle-ci vers l'arrière du vaisseau. Après chaque explosion, le design de référence d'Orion accélère de 32 km/h. En cumulant plusieurs milliers d'entre elles, on obtient donc le delta V nécessaire à un voyage interplanétaire. Pour que l'équipage puisse survivre à une telle débauche d'énergie, l'arrière du vaisseau est constitué d'un énorme amortisseur. Il représente près d'un quart de la masse du vaisseau à lui seul. Un gigantesque coussin d'air et d'immenses pistons sont chargés de lisser l'accélération pulsée du vaisseau. De cette manière, l'accélération subie par l'équipage ne dépasse jamais 4 G. Ça reste beaucoup, mais c'est acceptable avec l'entraînement adéquat. La face externe de cet amortisseur va par contre subir une usure précoce. Elle va en effet être inondée de plasma ionisé et de radiation. L'équipe de Ted Taylor imagine donc un système qui doit l'arroser d'huile entre chaque explosion, limitant ainsi les dégâts. Le reste du vaisseau est constitué d'immenses réservoirs de bombes et de la charge utile. Les hommes prennent naturellement place tout à l'avant du vaisseau, là où l'exposition aux radiations est la plus faible. À la fin des années 50, l'équipe de General Atomics est assez confiante dans sa solution. Elle prévoit ainsi une première mission martienne en 1965 et une première mission d'exploration des lunes de Saturne en 1970. Taylor, Dyson et les autres commencent alors à décliner leur concept à toutes les sauces. Plus petit pour des missions lunaires ou gigantesque pour viser un voyage interplanétaire. Décollant de lui-même ou d'abord mis en orbite par des fusées chimiques. La propulsion nucléaire pulsée est ainsi vue comme la solution idéale pour ouvrir l'ensemble du système solaire à l'humanité, et peut-être même au-delà. La folie du tout nucléaire des années 50 se calme cependant vite lorsqu'on commence à mieux comprendre les effets des radiations sur le long terme. Orion aurait eu besoin de détonner plusieurs centaines de charges atomiques dans l'atmosphère pour rejoindre l'orbite. Freeman Dyson avait même calculé que chaque lancement provoquerait directement entre 1 et 10 morts par cancer, du fait des radiations. Un bilan jugé acceptable au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Au début des années 60, l'administration Kennedy tente de négocier un traité d'abolition des essais nucléaires avec l'URSS. Le projet Orion est vu comme une entorse à cette volonté politique. Le traité finit par être signé en 1963 et 2 ans plus tard, General Atomics laisse tomber le projet. Si Orion a essentiellement vécu sur les planches à dessin, l'équipe de Ted Taylor s'est tout de même fendue d'un petit démonstrateur dénommé Hot Rod. En 1959, ce dernier est parvenu à atteindre l'altitude de 56 mètres en détonant 6 charges conventionnelles sur une durée de 23 secondes. Preuve qu'on peut en effet fournir une accélération conséquente avec des explosions contrôlées. Aujourd'hui, le concept de la propulsion nucléaire pulsée reste bien au chaud dans les cartons. Mais si on ignore le risque environnemental, les difficultés politiques et les challenges techniques, elle reste l'un des moyens les plus efficaces que l'homme ait jamais imaginé pour se déplacer dans l'espace. Elle aurait rendu possible le voyage vers Mars en une quarantaine de jours. Dans certaines configurations, Orion aurait pu atteindre des ISP de 6000 secondes et accélérer à une portion significative de la vitesse de la lumière.
Un modèle supermassif pensé comme une arche multigénérationnelle était ainsi prévu pour pouvoir rejoindre Proxima du Centaure en 130 ans. La propulsion nucléaire pulsée est probablement la seule méthode de voyage interstellaire qui soit réalisable avec les technologies qu'on maîtrise aujourd'hui. Si un jour un État ou une entreprise se décide à travailler à nouveau sur le sujet, il faudra passer par des choix différents. Il paraît impensable de faire décoller un tel vaisseau par son mode de propulsion principal, en détonant des centaines de charges nucléaires dans l'atmosphère. Il paraît au moins aussi dangereux de transporter les charges atomiques jusqu'à l'orbite grâce à des fusées chimiques. En cas d'échec du lanceur, on se retrouve avec une bombe sale sans commune mesure. Si Orion et son carburant nucléaire doivent un jour être assemblés, ce sera probablement loin de la Terre. Un projet pour les siècles à venir. En attendant, on peut toujours étudier d'autres pistes pour dépasser les limites des fusées chimiques. La propulsion nucléaire thermique permettrait par exemple de mettre la puissance de l'atome à contribution avec des risques beaucoup moins importants. On peut aussi se pencher sur le couple nucléaire et électrique avec des projets comme VASI et MER. Il n'existe cependant pas d'alternative à l'énergie atomique pour franchir un cap en termes de propulsion spatiale. C'est un constat qu'on a fait dès les années 50 et qui reste vrai aujourd'hui. Pour le moment, la balance entre risques et bénéfices nous pousse à limiter fortement l'énergie nucléaire dans l'espace. Peut-être que ce constat changera un jour avec des lanceurs chimiques plus fiables et des objectifs économiques réels. Et voilà qui nous amène déjà à la fin de ce dossier de l'espace. Comme d'habitude, je vous invite à partager questions et remarques dans les commentaires. On répondra à certaines de vos interrogations dans la vidéo de dimanche. Vous pouvez aussi consulter les sources qui ont servi à l'écriture de cette vidéo dans la description. Je vous invite également à nous suivre sur les réseaux sociaux grâce aux liens que vous y trouverez. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles vidéos sur l'actualité spatiale. D'ici là, citoyennes, citoyens, portez-vous bien.